Bonjour Mohamed Kadami. Bonjour. Je te reçois pour cette émission parce que dans une situation un petit peu particulière aujourd'hui. Tu es réfugié politique en France depuis presque 20 ans maintenant. On va en parler. Tu viens de Djibouti. Et j'ai également près de nous Jean-Loup Chal, bonsoir. Bonsoir. Qui est donc président de l'association pour le respect des droits humains à Djibouti. Exactement. Comme ça, on parlera aussi de ce qui se passe à Djibouti aujourd'hui. Déjà, peut-être deux mots de Djibouti, parce que les gens finalement connaissent assez peu. C'est donc à l'est de l'Afrique, ce qu'on appelle la corne de l'Afrique. Donc coincé entre l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie. Et surtout face à d'un côté le golfe d'Aden et de l'autre côté la mer Noire. Donc position stratégique qui lui a valu le surnom de porte-avions un peu de l'Afrique. Donc Djibouti était une colonie française jusqu'en 77. En 77, donc Djibouti est devenue indépendante, mais pas pour autant démocratique comme beaucoup de pays qui ont accédé à l'indépendance. C'était la grande période aussi de la France-Afrique. Bon, la France-Afrique qui n'est pas morte à mon avis complètement. D'ailleurs, on a l'occasion de revenir là-dessus aussi. Et aujourd'hui, donc, Djibouti, en dehors du fait de servir de base militaire à beaucoup de pays dans le monde, parce qu'il y a la France au départ, mais je crois qu'il y a les États-Unis qui sont arrivés après, il y a l'Espagne, le Japon, enfin il y a la Chine qui vient sur les rangs. Voilà. Donc il y a un peu un business de Djibouti dans ce domaine. Alors si on est là aujourd'hui, c'est parce que la France est prête à, je vais le dire un peu crûment, à te troquer, Mohamed, contre quelqu'un qui cherche dans le dossier Sarkozy, je crois, donc il y a dans la transaction financière qu'il y a eu à un moment donné. Donc pour récupérer quelqu'un qui est un peu planqué à Djibouti, ils sont presque prêts donc à accepter une transaction en l'habillant de façon judiciaire, mais finalement c'est quand même un troc à mon avis, alors que tu es réfugié politique en France, donc à accepter une demande d'extradition de Djibouti contre toi. On verra pourquoi aussi dans cette émission en ce moment. Donc tu as été convoqué, mis en examen, donc on reviendra tout ça là-dessus après. Je voudrais déjà, pour commencer, que tu nous parles un petit peu des conditions dans lesquelles tu es arrivé donc en France. Je crois que tu avais déjà fait tes études en France quand tu étais jeune. Oui. Voilà. Et donc tu étais donc reparti après à Djibouti. Et c'est en 2000 que tu es arrivé en France, mais auparavant tu avais donc été arrêté, tu avais fait de la prison. Je veux un peu que tu reviennes justement sur les raisons et les formes de ton engagement donc à l'époque. Alors très bien, merci d'abord de me recevoir et de me permettre de m'exprimer. Je vais revenir un peu sur Djibouti. Djibouti, comme vous l'avez si bien dit, est aujourd'hui un porte-avions mondial, après avoir été le porte-avions français, parce qu'il concentre à lui tout seul plusieurs bases militaires étrangères, c'est-à-dire françaises, historiquement, enfin, parce que c'était une colonie française, mais aussi américaine, et japonaise, et chinoise surtout. Et aujourd'hui, c'est la concentration vraiment des bases étrangères. Mais quoi que pensent les militaires, Djibouti, ce n'est pas un terra nullius. Ce n'est pas non plus un caillou, comme aiment l'appeler les militaires français. Il y a une population à peu près de 800 000 habitants environ, et qui souffre depuis 42 ans d'une dictature implacable. Et aujourd'hui, si vous allez à Djibouti, vous aurez une petite caste des gens, une petite infime minorité qui est affidée, c'est-à-dire au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ou de sa famille, qui ont un luxe insolent. Et de l'autre côté, 80-85% aujourd'hui, les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, les gens qui ne mangent pas à leur faim. Aujourd'hui, les gens qui ont même des problèmes de soif. Alors que lorsqu'on sait que, par exemple, la puissance américaine cherche l'eau, les traces de l'eau sur Mars, et qu'à côté à Djibouti, à quelques kilomètres de leur base,
il y a des gens qui aujourd'hui qui meurent de soif. Et donc c'est pour vous dire que toutes les retombées des bases militaires, finalement, n'apportent rien à la population, ni sur le plan économique et social, parce que les rentes stratégiques. C'est ça, c'est la question que je m'apprête à te poser, c'est que je pense que ce business, comme je le disais tout à l'heure, de Djibouti sur la question des bases militaires internationales, elle a une contrepartie financière. Je pense que les Français, les Chinois, les Japonais, etc. Le font pas pour rien. Donc il y a quand même beaucoup d'argent qui doit être versé à Djibouti, et où cette manne qui arrive sur Djibouti, finalement, elle reste entre les mains d'une caste, de la caste au pouvoir. Absolument. Les rentes stratégiques, donc, c'est-à-dire les Français payent, les Chinois payent, les Américains payent, les Japonais payent, tout le monde paye. Mais cet argent-là va directement au palais de Haramous, qui est le palais d'Ismaël Marguerite. D'ailleurs, le trésor même est installé au sein même de Haramous, c'est-à-dire c'est les palais officieux, c'est même pas officiel du président de la République. Donc aujourd'hui où on parle, c'est-à-dire le 21 février, aujourd'hui il y a un problème de liquidité à Djibouti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font de leur argent. Et je veux dire qu'il y a une chose, c'est que le montant de ces loyers n'est pas tout à fait transparent. On a quelques idées sur ce que paye la France, quelques idées sur ce que payent les États-Unis, très peu sur ce que paye la Chine, mais toutes ces recettes qui devraient aider le pays, qui sont finalement une exportation, qui devraient enrichir le pays, eh bien, on ne sait pas où elles vont. On ne les trouve pas dans les comptes. Sans doute un peu. Et pour compléter, par exemple, la Chine qui nous avait appris à l'époque, qui disait qu'il fallait mieux apprendre à pêcher que d'acheter des poissons. Oui, le vieux proverbe chinois. Aujourd'hui, ils sont en train de rasier les poissons de la mer Rouge, de la côte de Tajura ou de Bo. C'est-à-dire aujourd'hui, les pêcheurs n'arrivent plus à trouver des poissons parce qu'il y a un contrat entre les chalutiers chinois et quelques responsables du gouvernement de Djibouti qui ont quelques bénéfices et qui leur permettent de rasier tous les corails, tous les poissons de la côte de Tajura et de Bo. Et c'est pour vous dire, les retombées finalement de ces bases militaires ne sont pas aujourd'hui pour les intérêts de cette population-là. Et pour revenir à votre question, c'est-à-dire, moi si j'ai quitté ce pays-là, j'ai fait mes études en France. Et après mes études, je suis rentré à Djibouti pour pouvoir y travailler et fonder un foyer. Bon, ça n'a pas été possible à cause des persécutions, donc j'étais obligé de quitter Djibouti. Et ensuite, mon corps défendant, en 1997, alors que j'étais auprès de ma famille en Éthiopie, et dont mon épouse s'occupait d'une ONG pour aider les réfugiés djiboutiens, donc on a été arrêtés en 1997 par le régime de Mélès à l'époque, et ont été livrés à Djibouti, où on a passé quand même à peu près 3 ans en prison, enfin dans le sinistre prison de Gabon. Donc 18 ans après cette incarcération, voilà que notre dictateur de nouveau demande mon extradition. Et puisque entre-temps je suis arrivé en France, j'ai obtenu le statut de réfugié politique, mais que cela ne tienne, il demande encore par l'intermédiaire d'une commission rogatoire, et il demande notre extradition. Alors, il faut dire que tu es donc le président du principal mouvement d'opposition au régime djiboutien depuis très très longtemps. Il s'agit du FRUD, donc c'est le Front pour la restauration et l'unité de la démocratie. Et qu'à ce titre, donc, tu as toujours finalement milité donc, pour les droits du peuple djiboutien. Oui, absolument. D'abord, en tant qu'étudiant, d'abord on avait lutté, et ensuite en tant que même j'étais un membre actif du centre d'information sur Djibouti pour dénoncer les violations des droits humains. Oui, ça c'est quand tu étais tout jeune. Tout jeune. Et d'ailleurs, à cette occasion que j'ai fait la rencontre avec Jean Louchal, qui a défendu dès le début les droits humains à Djibouti, et c'était notre rencontre. Et donc, c'était d'abord, on a défendu les droits humains, mais à Djibouti, défendre les droits humains est criminel. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, je me suis engagé dans un mouvement politique, d'abord dans le mouvement populaire de libération, et ensuite dans le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore
enfin, membre et même dirigeant de ce mouvement. Et ce qui gêne aussi le pouvoir actuel, c'est qu'après il y a une division de l'opposition, parce que pour lui, l'élection, il est impossible qu'il y ait une alternance par les urnes. Il y a eu 3 élections pluripartites à Djibouti, et à 3 reprises, il a perdu les élections, mais il a inversé quand même le résultat. Et même, c'est l'on peut préciser d'ailleurs que, alors, il y a effectivement plusieurs partis à Djibouti, mais ça reste quand même très encadré. Oui, c'est-à-dire que les partis à Djibouti n'ont pas une existence légale. D'accord. Une fois qu'un parti devient important, il est cloné, ou il est marginalisé, ou ses dirigeants sont arrêtés. Et même aujourd'hui, certains ne peuvent même pas voyager, leurs passeports sont confisqués. Donc c'est des gens qui ne peuvent rien faire. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, ces partis politiques ont décidé de dire qu'il faut faire quelque chose avec le fruit armé. Et c'est la raison pour laquelle, le 15 septembre 2018, il y a eu une réunion où la majorité des forces démocratiques se sont réunies pour réclamer la transition démocratique à Djibouti. Ça, il ne peut pas supporter ces genres de revendications, et surtout si l'opposition commence un peu à s'unir. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il essaye de nous atteindre en demandant cette extradition. Alors, je crois que j'ai vu qu'il y avait une tentative donc, du pouvoir de Djibouti de négocier quand même avec les forces d'opposition, mais là aussi de façon très encadrée. Et je crois qu'à un moment donné, vous avez refusé donc cette proposition de négociation entre guillemets parce qu'il n'y avait pas les garanties, notamment au niveau des observateurs internationaux. C'est ça? Oui, parce que il faut savoir que ce régime-là, il essaye de négocier, mais toujours à ses conditions. Oui. C'est-à-dire pour que ça n'affecte en rien l'omnipotence de son pouvoir. Et ce qui s'est passé, il y a eu 2 accords de paix. Donc c'est un maquillage, c'est un peu un maquillage démocratique qu'ils veulent se donner. Qui n'ont pas été respectés. Il y a un troisième même accord qui a été organisé avec les organisations politiques djiboutiennes en 2014, et qui ne demandait pas la Lune, qui demandait tout simplement qu'il y ait un CENI, c'est-à-dire une commission électorale indépendante. Et il n'a même pas respecté ces CENI. Et donc c'est la raison pour laquelle ces messieurs-là, c'est inscrit dans leur ADN de ne pas faire des ouvertures. Et c'est pour ça qu'on a dit, quand même, si on n'est pas contre les négociations, il faut quand même que ce soit garanti, ou en tout cas qu'il y ait des médiateurs internationaux. J'ajouterai un petit point. point. Jean-Loup Chal qui prend la parole. J'ajouterai un petit point, c'est que c'est en plus quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, qui signe des accords, et en fait, il ne les applique jamais. Et on ne peut jamais les faire appliquer. Et je comprends tout à fait la position du FRUD et celle de M. Kadami et d'autres, c'est qu'ils ne veulent pas négocier avec ce pouvoir, sachant qu'on va aboutir à un accord qui ne sera pas respecté. Donc ils imposent d'avoir des observateurs étrangers qui contresignent l'accord et qui en vérifient son application. Voilà, c'est ce que je pense que c'est important de savoir que c'est quelqu'un qui ne respecte aucune promesse. Alors, on voit bien ce qui se passe donc sur le plan politique, et donc pas de démocratie dans la mesure où les partis politiques, les expressions politiques ne peuvent pas s'exprimer. Dès qu'elles s'expriment, finalement, tu as bien expliqué qu'elles étaient brimées. On a vu l'aspect social aussi. Donc, tu sais que finalement la richesse qui arrive, elle est accaparée par quelques-uns. En plus, avec l'opacité, effectivement, on sait bien comment fonctionnent les marchés d'armement. Donc, j'imagine que pour ce genre de choses, ça va être un peu pareil. Il y a beaucoup de sous-tables. Je voudrais qu'on parle aussi de la situation donc, des droits humains à Djibouti. Moi, j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, on a parlé à cette radio, puisque j'avais fait un reportage au moment de la grève de la faim des femmes à Phare, à Djibouti, qui subissaient des viols de l'armée, de la garde, je crois même que c'était la garde présidentielle de Djibouti, qui pouvait violer impunément les femmes, et finalement, il n'y avait pas non seulement il n'y avait pas de poursuite, mais c'est même elles qui se retrouvaient en situation difficile, leur famille en situation difficile, et donc il y a une grève de la faim qui a duré pas mal de temps, puisque je crois que ça a duré 18 ou 19 jours, et finalement ça a quand même
fait bouger un peu les lignes et la communauté internationale a été obligée finalement de s'occuper un peu de cette affaire. Donc, Jean-Loup, si vous voulez bien parler justement de la question spécifique des droits humains à Djibouti, parce que c'est un peu votre... Oui, votre c'est beaucoup plus sujet. notre domaine, quoique la politique ayant une incidence forte sur les droits humains, Oui. nous ne pouvons pas l'ignorer, mais on va parler des droits humains. D'abord, c'est une justice qui est complètement aux ordres du pouvoir. Même quand il y a par hasard un opposant qui a été libéré par la Cour suprême, et bien finalement, il y a un juge d'application des peines qui l'a maintenu en prison. Je parle de Mohamed Djaba, qui l'a maintenu en prison, où il est mort. Oui, il n'y a pas 30 ans, je crois que c'était en 2017. C'était en 2017. 2017. Ou 2017. Bon, tous les opposants sont arrêtés. Tous me disent qu'ils ont été torturés. J'en ai des exemples, j'ai un certain nombre de documents écrits par des opposants qui ont été torturés, et en fait ils sont obligés de quitter le pays parce que ils sont torturés et leurs familles sont aussi harcelées. Donc on a sur le plan des droits humains une situation absolument catastrophique. Il y a peu d'observateurs sur place, il n'y a qu'une association, c'est la LDDH, mais elle est complètement dépendante du pouvoir, parce que le pouvoir lui coupe sa ligne internet, le pouvoir les emprisonne, le pouvoir casse les ordinateurs. Donc on a, sur le plan des droits humains, une situation absolument catastrophique. Alors qu'il y a quand même finalement d'une certaine façon des observateurs internationaux, de par la présence des militaires. Tout à fait, et des diplomates et des militaires qui représentent une présence importante. Et ils ferment les yeux. Y compris leurs médecins, puisque je me souviens très bien du cas d'un médecin militaire qui avait été amené à constater donc des viols commis sur les femmes affaires, et finalement on lui avait demandé, sa hiérarchie lui a demandé, on va dire crûment, de fermer sa gueule. Absolument. Ouais. Et on peut s'étonner du silence de toutes ces forces qui sont présentes et des pays qui sont derrière. Ouais. La France couvre le dictateur, les États-Unis le couvrent. Alors, le dictateur a une politique qu'il applique avec les tribus, qu'il applique aussi, à mon avis, avec les pays, c'est de diviser pour régner. Donc, il y avait les Français, il leur a mis les Américains. Bon, les choses se passent assez bien entre Français et Américains, mais enfin, il y a sûrement des rivalités. Maintenant, il leur met les Japonais, bon, ça n'a pas fait énormément de choses. Maintenant, il installe les Chinois. Et Chinois et Américains, on peut imaginer, surtout dans le contexte actuel, que ça ne doit pas toujours être rose entre les deux. Et il divise pour régner. Alors les gens n'osent pas parler de sa politique, n'osent pas parler de la situation catastrophique des droits de l'homme, parce qu'ils veulent garder cette position, qui est stratégique, apparemment, dans le contexte international. Oui, parce qu'effectivement, l'aspect militaire, mais pas que. Peut-être que sur le plan économique aussi, il y a des intérêts. Alors, je peux dire une chose là-dessus, c'est que pratiquement tous les investisseurs sont repartis en petite culotte, Oui. Ont souvent tout perdu. Donc, M. Macron va aller au mois de mars et va amener des investisseurs. Je leur souhaite bon courage, parce qu'on n'a jamais vu un investisseur étranger faire fortune à Djibouti. Le pouvoir, dès que ça marche, le pouvoir s'accapare l'affaire. On l'a vu avec des transitaires, on l'a vu avec des gros commerçants de la place qui étaient installés depuis longtemps et qui subissent maintenant une razzia de leurs affaires. Alors c'est effectivement le problème, puisqu'on voit bien que les États qui se disent démocratiques, parce qu'il faut le prendre avec des pincettes, finalement ils font un peu la cour aux dirigeants de Djibouti. Le dirigeant de Djibouti, je crois que finalement, il a aménagé un peu la constitution pour pouvoir rester au pouvoir, parce qu'il a comme ça, s'il permet de prolonger oui, son mandat indéterminé. Puis son train de vie. De façon indéterminée. Et puis son train de vie, parce qu'il ne va pas être mal. Et donc je sais que par exemple, Macron avait reçu, il n'y a pas longtemps, le dirigeant éthiopien, c'est bien Macron qui l'avait reçu, c'était l'année dernière. Monsieur Abiy Ahmed. Voilà.
Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de bruit à l'époque qu'il soit reçu en grande pompe, qu'on soit un dictateur. Mais c'est pas la première fois que la France reçoit des dictateurs. On va peut-être revenir donc à ce qui nous amène. Je vais ajouter un peu Oui, par oui. rapport aux droits humains. Oui. Je crois que ces petits pays de 23 000 km quand même, Combien? 23 000 km Ah oui, oui. Ouais. est quand même en prison pour cette population. C'est-à-dire, Ouais. voilà qu'il y a toutes les bases militaires, enfin des puissances les plus importantes qui sont là. Et à côté de ça, M. Ismaël Ouarguélé, qui a succédé à son oncle, c'est donc la première succession dynastique qui s'est passée en D'accord. Afrique. Donc, ce monsieur, il était déjà, lorsqu'il était chef de la sécurité, il était responsable des violations des droits humains, des massacres des populations civiles, des tortures. Et je vous parle parce que j'ai vu passer à la prison des Gabotes, presque tous les gens qui sont passés là ont été tous torturés. L'exception. Les gens qui ne sont pas torturés, c'est vraiment l'exception. C'est-à-dire des enfants oromo, c'est-à-dire des petits-enfants. Des femmes somalies, c'est-à-dire originaires de la Somalie qui étaient là, qui étaient tout simplement en situation peut-être irrégulière. Et des civils afars qu'on a emmenés de populations de la région de nord et de sud-ouest. Et tous les hommes politiques, enfin, de tout bord, étaient là. C'est rare des gens qui n'ont pas été torturés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président de la République de Djibouti refuse toujours l'accès au haut commissaire contre la torture, qui Les est observateurs internationaux qui ont fait la demande à Genève pour pouvoir y aller, parce qu'ils savent que les tortures sont vraiment une façon de gérer c'est une gestion politique pour lui. Et cette torture, elle est surtout destinée à exercer une pression sur l'opposition plutôt qu'à obtenir des renseignements. Oui, à faire peur. À faire À peur. faire c'est ça. peur. À faire peur. Voilà. À décourager. Ouais. Découragé complètement. C'est-à-dire les gens aujourd'hui, ils ne peuvent même pas prendre le téléphone parce que chaque fois, et ce qui est arrivé à même à des membres de famille, Ouais. et chaque fois qu'il y a un coup de fil, le lendemain ils sont arrêtés. Et ça aussi, c'est une autre façon de réprimer, c'est-à-dire on arrête les familles des opposants ou des combattants des fruits. Par exemple, en 2015, à la suite de cette affaire dont on va parler tout à l'heure, il y a eu à peu près des vingtaines de personnes qui ont été arrêtées uniquement parce que c'était des familles de combattants. Et puis la répression a quand même a fait, c'est-à-dire même dernièrement, le 21 décembre 2015, il y a toute une sous-tribu ou sous-clan Issa, qui sont Yonis Moussa, qui faisaient une cérémonie religieuse, qui ont été massacrés, il y a eu 70 morts. Et avant ça, bien sûr, il y avait le massacre d'Al-Hiba, le massacre de Uruki, les massacres contre les Afars et tout ça. Les Gadoursi aussi ont été réprimés, les Oromo ont été réprimés. Oui, donc donc c'est une répression. on cible effectivement quelquefois des tribus, enfin des Tout à fait, des c'est populations ciblé. particulières. C'est ciblé. Voilà. C'est Et on ciblé. essaie de dresser les uns Afars, contre les autres. les Yonis Moussa, les Oromo, les Gadaboursi. Chacun passe à son tour. D'accord. Et donc c'est vraiment un grand prison. C'est mon pays, mais c'est aussi notre prison, quoi. On va maintenant revenir à ce qui nous amène. Donc, je vais pas traiter de la personne que l'État français veut récupérer là-bas dans l'affaire de Sankara. Oui, si vous voulez, cette affaire, on ne va pas en parler beaucoup. Ouais. C'est une affaire qui est très importante, manifestement, vu les montants et vu les dessous de table, etc. Et il y a l'un des individus que la justice française, à mon avis, aimerait bien interroger, qu'ils n'ont pas pu interroger parce qu'il est à Djibouti, il est djiboutien. Donc là, j'imagine, parce que je ne peux pas aller contre la justice française, mais j'imagine que le juge français avait très envie de l'auditionner et que Djibouti lui a permis de l'auditionner moyennant un cadeau. Alors c'est pas n'importe qui, hein, c'est Tourner, donc je crois qu'il est vice-président de Serge Tourner. voilà, Serge Tourner, vice-président du tribunal de grande instance, c'est ça, de Paris. Je crois que c'est la cellule financière, surtout. Voilà, oui. C'est quand même une grosse pointure, et donc vous avez déjà été un peu surpris peut-être de voir que c'est lui qui s'occupait
de ton dossier. Oui, on peut s'étonner que ce soit un magistrat qui instruit des grosses affaires Ouais. financières, comme l'affaire Fillon, comme l'affaire du financement des factures de la campagne de Sarkozy et bien d'autres. On peut s'étonner que tout d'un coup, il s'occupe de l'affaire de M. Kenami, D'un parce que opposant, oui. c'est pas grand-chose quand même. Ouais. Il y a eu 3 voitures brûlées. En France, je vois qu'on brûle des voitures, ce qui ne veut pas dire que c'est bien. Ouais. Mais on n'en fait pas une affaire d'État. Oui, oui, On ne demande pas des extraditions, on ne met pas des gens à la porte pour ça. d'accord. Ce qui n'est pas bien. Hein. Mais c'est pas une affaire d'État et c'est pas une affaire financière. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qui a pris le dossier Ben, ça, question. voilà, ça laisse Une entendre, question. ça paraît évident. Effectivement, c'est parce que c'est lui qui est en charge de l'autre. Donc c'est bien on voit bien qu'il y a le troc qui est négocié. D'ailleurs, lui, il est en train de se déplacer, ou il vient de se déplacer à Djibouti. Je crois qu'il y avait aussi une juge djiboutienne qui voulait venir à Paris. Je ne sais pas si finalement elle est venue. Donc on voit bien que cette négociation est en train de se monter avec un habillage juridique. Et pour ça, donc il a fallu, donc d'abord ils t'ont interrogé il y a quelques jours, le mois dernier, je crois. Ça aurait pu en rester là, finalement. Parce que, bon, comme vous le disiez tout à l'heure, cette affaire, c'était donc des voitures brûlées. Alors, il faut rappeler que c'est des voitures. C'est des voitures qui avaient été brûlées, c'est des voitures d'une entreprise privée, mais qui servaient au transport militaire, qui servaient elles-mêmes donc à la répression des populations civiles. Donc, il y a eu effectivement ces voitures qui étaient incendiées après avoir évacué. Je crois j'ai le communiqué, je crois que c'est d'ailleurs tu l'avais signé, ce communiqué qui disait voilà, c'est une forme d'avertissement. Donc les occupants de ces véhicules avaient été sortis, ils avaient eu le temps de récupérer leurs affaires personnelles, etc. Donc c'était bon, vraiment même s'il y a de voiture, une action tout à fait finalement pacifique, hein, bon, plus symbolique et pacifique. Il n'y a pas eu ni mort d'homme ni blessé. Donc c'est ça qui justifie, qui permet d'habiller un peu cette demande d'extradition. Alors c'est pas un mandat d'arrêt européen puisque... Alors, je ne sais pas si on en est à la demande d'extradition, où on en est pour le moment à l'inculpation, c'est ça? Oui, oui. La mise Ouais. en examen. La mise en examen de la France à partir donc de la demande Du dossier envoyé par Djibouti. D'accord. Les juges. Ok. La juge en question, elle s'appelle Lamis Mohamed Saïd. D'accord. Et laquelle juge était déjà en charge du dossier de Mohamed Ahmed Jabha. Et de d'autres avant, puisque depuis 2011, au sein de l'association, nous les ciblons. Oui. Il ne nous appartient pas souvent de cibler des juges djiboutiens, on en a quelques-uns, mais elle faisait partie des plus actifs dans la répression de la population Ouais. et dans la demande de torture, parce qu'elle a couvert des actes de torture, comme Mohamed Jabha, mais en 2011, on a aussi de nombreux cas d'opposants qui ont été torturés, comme le journaliste, etc., parce qu'elle l'a couvert et qu'elle a demandé. Oui, ça c'est important aussi. La justice, d'abord, elle n'est pas indépendante du pouvoir, ça c'est clair, et en plus le fait qu'elle couvre effectivement des méthodes qui sont, condamnées par toutes les organisations internationales de droits humains. Ouais. Et en dépit du fait que Djibouti a signé des tas d'accords pour dire qu'il est contre la torture, des tas d'accords internationaux, des tas de conventions, et qu'il fait semblant de les appliquer. D'accord, oui. Oui, parce que je me souviens de l'affaire du juge Borrell aussi. Je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent, ça remonte à ça quelques années. Mais donc un juge qui avait été assassiné à Djibouti, on soupçonne très très fortement le pouvoir djiboutien d'avoir été impliqué dans cet assassinat. Et là-dessus, finalement, tout le monde s'est écrasé. Il y a dû y avoir une négociation aussi entre le pouvoir français et les autorités djiboutiennes, et on a étouffé l'affaire. Oui, étouffer est un grand mot, Oui. mais on a fait... Mis un oreiller par-dessus. On a fait ce qu'il fallait, puisque l'instruction est toujours ouverte, Oui, mais on a fait ce qu'il fallait pour que l'instruction n'avance pas. d'accord. Même à un moment, Djibouti avait demandé la copie du dossier pour pouvoir juger un lampiste à Djibouti et dire, maintenant, autorité de la chose jugée. On a trouvé le coupable, c'est bon. Et comme la France refusait, on sait que c'est l'Élysée, sous la présidence de Chirac, qui a suggéré à Djibouti de porter plainte
devant la juridiction internationale, contre la France, contre son pays. D'accord. Il y a eu un acte de trahison au niveau français pour cette affaire. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Donc là, le motif donc, de la mise en examen, c'est quel motif précis finalement pour lequel tu as été mis en examen? C'est complicité, Et instigation. instigation, de crimes, l'atteinte à l'intégrité physique de personnes. D'accord, ce qui est contraire à la réalité. Absolument. Voilà. Bon. Et il ajoute aussi le détournement des moyens de transport publics et privés et incendie des véhicules. D'accord. Et pour troubler l'ordre public. Oui, Voilà d'accord. l'intitulé des charges qui pèsent. D'accord. Donc là-dessus, aujourd'hui, donc il y a une campagne qui commence à être menée parce que c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Je crois qu'il y a un comité de Il y a soutien. un comité de soutien qui a été créé tout de suite en début de semaine, lundi, et nous avons déjà un grand nombre de soutiens, puisqu'on nous sommes à plus de 600. Et ce qui est important, parce que ça montre qu'il y a un mouvement. Alors, je crois que sur cette affaire-là, il faut revenir sur deux choses. D'abord, bon, nous ne sommes pas contre la justice française, bien au contraire, nous avons confiance. Mais il faut voir que la justice française, là, est instrumentalisée par la justice djiboutienne. Mettons même à part le fait qu'il y ait peut-être un échange de bonne manière, Oui. mais on pourrait craindre pour tous les réfugiés qui sont en France que la justice de leur pays envoie des commissions rogatoires et qu'ils soient mis en examen, voire extradés, sur la base des informations données par des États qui ne sont pas des États de droit, qui sont des États dictatoriaux. Donc il y a un énorme risque pour les réfugiés dans cette affaire et dans le suivi d'une procédure, parce qu'on couvre par des apparences de droit, on couvre des choses qui ne sont pas vraies. Bon, la deuxième chose, bien sûr, c'est le troc, Oui. qui est particulier là, à cette affaire. En plus, ce serait comme il y a eu des cas précédemment d'extradition de militants djiboutiens. Non. Ah, moi, je ne l'ai pas vu. Hein, donc, ce serait quand même, en plus une grande première. Oui, je Et ne ça- suis pas sûr qu'on en soit à l'extradition Ouais. encore. Parce que je ne sais même pas si ça a été demandé par la juge djiboutienne qui a demandé la mise en examen d'une façon un peu curieuse par SMS. Ah oui, Euh, oui. Puisque la demande de commission rogatoire demandait simplement à l'auditionner. D'accord. Mais par SMS, elle a demandé, c'est bien ce que j'ai compris, Par mail. par mail, pardon, elle a demandé la mise en examen. Mais ils n'ont pas demandé pour le moment l'extradition. Et si on regarde le droit français, la justice française peut très bien juger cette affaire sur la base du fait qu'il est résident en France Oui. et que s'il y a instigation, chose dont je suis sûr qu'il n'a pas commis, s'il y a instigation, l'ayant fait en France, la justice française peut le juger. D'accord. Et les risques sont graves. Hein. Les risques sont graves. Mhm. Ça court de 5 à 20 ans de prison et des amendes monstrueuses D'accord. En étant jugé ici en France. en étant jugé en France. Mais sur la base, finalement, d'un dossier monté à Djibouti. Oui, parce que la France n'a pas d'enquêteur sur cette affaire. Donc Donc ça ça peut veut dire- être ça que voudrait sur la dire- base des éléments fournis par Djibouti. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, la justice française jugerait donc quelqu'un qui habite en France, qui est réfugié politique, à partir d'un dossier monté par un État dictatorial. Exactement. Et ça, c'est un risque catastrophique pour tous les réfugiés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quelle mesure est-ce que chaque personne qui écoute la radio peut agir? Oui, je pense déjà l'élan de solidarité qui s'est mis en place. Enfin, déjà, il y a le comité de soutien qu'il faut renforcer, qu'il faut. On va faire redonner connaître. d'ailleurs les contacts. Il faut faire connaître tout ça. Et il faut dire aussi qu'à Djibouti aussi, il y a un élan de solidarité important qui est en train de se manifester. Il va y avoir aussi des manifestations à Bruxelles pour soutenir. Pour me soutenir et pour empêcher quand même quelqu'un qui est réfugié politique ici puisse être du jour au lendemain soit condamné, soit extradé. Ça va être vraiment quelque chose d'incroyable que chaque dictateur africain, et il y en a quand même sur ce continent, puisse demander le jugement ou en tout cas la condamnation ou en tout cas l'extradition de ses opposants. Et il y en a aussi des opposants ici dans ces pays-là parce que on n'a même pas réfléchi dès que moi j'ai sorti de prison et je suis venu quand même en France. Oui. Parce que pensant effectivement il allait avoir la protection de la France.
Et je l'ai eu par le biais des statuts de réfugiés. Mais qu'aujourd'hui, qu'on vienne me juger ou qu'on me mette en examen par un dossier monté par la juge lamiste Mohamed Saïd et par son procureur Suleiman Jama, enfin, ça nous fait quand même quelque part mal à la France. Voilà. Et on ne conteste pas du tout l'entente judiciaire qui est entre la France et Djibouti. C'est pas ça les cas. Mais là où il y a un problème, c'est que ces gens qui montent ce dossier-là, c'est des gens qui couvrent des tortures. Oui. C'est des gens, même des gens qui couvrent même les crimes à l'intérieur des prisons. Et donc, dans quelle mesure ces gens-là peuvent être crédibles pour pouvoir ici poursuivre ou juger, en tout cas, des gens qui ont obtenu leur statut de réfugié. Et donc, voilà, et je pense que ici aussi, on aimerait qu'il y ait quand même beaucoup d'appels et beaucoup de soutien par rapport au-delà de la question de ma personne, c'est quand même les qualités de statut de réfugié qui peut être écorné, qui peut être remise en cause. C'est la raison pour laquelle il faut un grand soutien. Alors sur la question de la torture, c'est vrai que bon, la France était autoproclamée patrie des droits de l'homme, des droits humains, mais elle n'a pas été exempte de pratiques de la torture pendant très longtemps. Ce sont même souvent des militaires français qui ont formé, je pense en Amérique du Sud par exemple, le général de Sarès, il a donné des cours de torture aussi, hein, donc la France, finalement, vis-à-vis de la torture, elle a quand même un passé très lourd. Oui, je crois qu'on ne va pas refaire l'histoire, Ouais. mais il y a beaucoup de témoignages Ouais. dans le passé, depuis la guerre d'Algérie et avant, je n'ai pas d'informations, Ouais. mais bon. Mais c'est pas une raison. Absolument. C'est pas une Au raison pour contraire. dire Au que contraire. Djibouti a le droit de faire Absolument. ça. Au contraire. Ouais. Et c'est... Oui, ici, il y a toujours des institutions, des personnes qui contestent ces choses-là, Bien sûr, on peut bien pas, sûr. c'est pas comme à Djibouti. À Djibouti, on peut vous torturer à longueur de journée, et comme ça a été le cas pour Mohamed Ahmed Jabra, pendant 7 ans en prison, il a passé par toutes les phases de torture, sans que personne ne puisse dire quelque chose. S'il y avait quelques-uns qui protestaient, étaient arrêtés en même temps avec lui. D'ailleurs, un gars qui lui a apporté des médicaments parce qu'il était malade, il se retrouvait, il s'appelle Hassan Amin, il se retrouvait en prison avec lui quelques jours après. Voilà la situation de ces pays-là. Donc, même pas, oui. Délit de solidarité, en Absolument, quelque sorte. absolument, c'est C'est ça. un délit de solidarité. Ouais. Et nous savons, je pense que Mohamed le sait, notre site, curieusement, depuis le lancement du comité de soutien, notre site a été piraté 2 fois. D'accord. Et mis out. Donc D'accord. on a pu le réparer, on a des copies, on a pu mettre en place un certain nombre de mesures de protection pour limiter le piratage. Ouais. Mais il faut savoir que Djibouti emploie des ingénieurs chinois très spécialisés et qu'une équipe comme celle de la RDHD n'aura pas toujours les moyens de résister à des attaques aussi violentes. Mais ça prouve que ils vont pas venir nous torturer à Paris, mais même ils essayent d'agir pour qu'on ne puisse plus parler. D'accord. D'ailleurs, on va rappeler on le rappellera en fin d'émission, mais les coordonnées justement du comité de soutien, c'est celui donc de l'association des respects Il est des sur droits humains. notre site www.ardhd.org. Voilà. Et donc, là, il y a le comité de soutien à Mohamed Kadami, et donc On peut signer en ligne. D'accord. Et puis on mettra également sur le site de l'émission le maximum d'informations. Je pense qu'on aurait plein de choses encore à ajouter sur cette situation et sur ce qui se passe à Djibouti. Il faut ajouter que le problème pour Djibouti aujourd'hui, ce n'est pas ses opposants. C'est pas le FRUD, c'est pas Mohamed Kadami. Le problème pour Djibouti aujourd'hui, c'est Ismaël Omar Guelleh, qui depuis 1999, élection après élection, veut mourir sur le trône, tel le singe qui meurt avec son fruit. C'est son trésor en plus. Voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, le problème pour ces pays-là, c'est Ismaël Omar Guelleh. Et en plus, il est tellement fébrile aujourd'hui parce qu'il y a un changement régional. Il est isolé sur le plan régional.
Avec l'Éthiopie, ce n'est pas comme, précédemment, parce qu'à l'époque, Meles Zenawi était vraiment son grand frère qui lui tenait la main. Et aujourd'hui, il y a un bouleversement en Éthiopie, il y a un changement en Éthiopie. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je crois que Ismaïl est finalement est un problème pour ce pays-là. Oui, parce qu'avant, effectivement, il y a des tensions régionales entre l'Érythrée, la Somalie et l'Éthiopie. Et il semblerait que finalement, de ce côté-là, ça s'apaise. Tout à fait, tout à fait. Et c'est même un risque économique parce que Djibouti est le port de l'Éthiopie. C'est clairement 90%, oui, c'est son accès à la mer. 90% puisque l'Éthiopie n'a plus d'accès à la mer depuis la sécession de l'Érythrée. Donc toutes les marchandises passent par Djibouti, qui leur tient la dragée haute, qui augmente les prix, qui offre un mauvais service, etc. Et maintenant que l'Éthiopie et l'Érythrée ont fait des grands pas vers la paix, ils envisagent d'utiliser les ports érythréens qui étaient les leurs avant. Oui, parce qu'en fait, c'est juste une bande d'Érythrée, de mémoire, oui, qui s'élargit vers le nord, mais c'est une bande, et il y a deux ports importants. Et l'Éthiopie, alors, Djibouti, les Chinois ont construit une ligne de chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, tout en mettant la charge du remboursement sur les États. Alors l'Éthiopie a sûrement les moyens, Djibouti n'aura plus les moyens de rembourser la dette qu'ils ont contractée auprès des Chinois pour différentes installations, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. D'accord. Donc Djibouti est endetté, mais l'Éthiopie est en train d'envisager une ligne de chemin de fer vers le port d'Assab, et Djibouti va perdre, risque d'y perdre gros. Alors que s'il y avait un dirigeant normal, je pense que les Éthiopiens verraient d'un très bon œil le maintien du trafic par Djibouti. Donc il y a tous les risques avec Ismaël Omar Guelleh, et la communauté internationale ne s'en rend pas compte, ou fait semblant de ne pas s'en rendre compte officiellement, et couvre absolument toutes ces exactions. L'affaire du Georges Borrell en étant une parmi tant d'autres. Parce qu'il y a un habillage quand même. C'est vrai que Djibouti, on voit bien que dès qu'on s'intéresse un petit peu, on voit bien que c'est une dictature. Malgré ça, Djibouti, comme vous disiez tout à l'heure, signe des traités sur les droits humains. Djibouti fait partie, donc, est membre de l'ONU, je crois. Absolument. Donc finalement, il y a une façade. Il y a une façade qui est admise un peu par les autres, par la communauté internationale, une façade démocratique, entre guillemets, ce qui ne reflète pas la réalité. Alors qu'au contraire, il devrait favoriser le développement politique, économique et social de Djibouti. Par rapport à la dette, il faut ajouter aujourd'hui, il y a une délégation djiboutienne dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, qui est à Pékin, justement pour pouvoir négocier que les Chinois puissent, rééchelonner la dette. D'accord. Et les Chinois, paraît-il, sont d'accord, à condition qu'on leur donne le droit d'exploiter la zone de la Kassab. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans la zone de la Kassab? La Kassab, il y aurait pas mal de gisements, et même des gisements de pétrole et tout ça. Donc il paraît, et ça va être confirmé peut-être d'ici 2 ou 3 jours, mais ils ont demandé à ce que si ils sont prêts à même effacer la moitié des dettes, mais à condition qu'on leur permette d'exploiter ces gisements. Et donc, c'est la raison pour laquelle la question de la dette chinoise est vraiment un épée de Damoclès sur tous les pays, sur tout Djibouti, même si demain ce monsieur va partir, et c'est-à-dire c'est une dette qu'il va laisser à toutes ces générations-là demain, et les pays auront vraiment de difficultés pour s'en sortir. Mais je trouve que la stratégie chinoise est bien construite, parce que ils proposent des installations, ils financent, ils apportent le financement, et maintenant il faut rembourser. Ils savent très bien que les États ne pourront pas rembourser. Donc, donnez-nous des terrains. Ils ont déjà, je crois, 48 km² de terrain près du port. Et ils vont demander autre chose. Je ne savais pas qu'ils allaient demander l'exploitation des ressources du lac Kassal, mais c'est ça. Vous ne pouvez pas rembourser, vous nous donnez des terrains. Mais ils ne feront pas de cadeaux. Il y a des précédents d'ailleurs. Au Sri Lanka, ils ont complètement, ils se sont appropriés les ports de Sri Lanka, et parce qu'ils n'ont pas été capables
Donc en fait, en gros, c'est que l'État djiboutien, les dirigeants djiboutiens, ils vendent finalement, ils vendent le pays. Quoi. Absolument. Ils le vendent par rapport à tout le monde. Ouais. Ils ont commencé par vendre effectivement pour les bases militaires, puis maintenant ils vont vendre les ressources. Alors jusqu'à quand vont-ils vendre les habitants un jour? Oui. Ben, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, hein, c'est ce qui nous réunit. Hein. C'était finalement, voilà, c'est... Oui, absolument. En plus, la personne qui, si jamais c'est fait, la personne qui est en question là-bas aussi, c'est un Djiboutien, il a aussi la nationalité djiboutienne. Donc eux, ils n'ont pas d'état d'âme par rapport à ces problèmes. Ouais. Et bien on continuera donc à suivre de près donc cette affaire et on continuera à informer nos éditeurs sur ce qui se passe. Je rappelle donc les coordonnées de l'association qui met donc en ligne le soutien donc à Mohamed Khelami. http://www.ardhd.org/comité de soutien à Mohamed Khelami. Voilà. Et ben encore merci à tous les deux et puis on se reverra bientôt. C'est vraiment nous deux. Merci à vous. Merci.